Écoutez, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue, et merci d'être avec moi aujourd'hui. On va passer les quelques minutes qui suivent à parler de choses qui vous serviront probablement pas dans votre quotidien, mais c'est pas grave, restez, c'est sympa quand même. Il y a même des chats. C'est toujours à défaut, il y a des chats, restez. Je m'appelle Sonia. Moi, ça fait 5 ans que je travaille dans la tech, mais ça fait 10 ans que je suis passionnée de cybersécurité. Et cette passion, je la vis en venant vous parler de choses qui servent à rien, et aussi en participant à des compétitions qui s'appellent des captures de flag, ou CTF en raccourci. Et c'est des compétitions avec des challenges de cybersécurité sur des domaines assez variés. Et je profite d'être avec vous ici parce qu'il y a quelques mois, j'ai rejoint une équipe un peu spéciale, une équipe de CTF qui s'appelle les Braqueuses et qui est une équipe 100% féminine, ouverte à toutes, avec un véritable objectif, une mission, entre autres, de ramener plus de femmes dans le monde de la cyber. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu après. Et aujourd'hui, on va parler d'une faille découverte en 2023 par un certain David Buchanan, et qui porte le doux nom de CVE 2023-21036. Mais comme c'est trop long, on l'appelle aussi Acropalypse. Entering the chat. Cette faille, elle concernait principalement les applications de capture d'écran sur les téléphones Google Pixel. Du coup, j'aurais dû illustrer tout mon propos avec une capture d'écran, mais vous comprenez que le chat a gagné. Mais l'idée derrière reste la même. Et en plus, certaines d'entre vous auront peut-être reconnu le chat de Cécile Fred-Foucault, qui s'appelle Pixel. Donc finalement, on reste dans le thème, ça va. Bref. Quand vous faites une capture d'écran sur votre téléphone, elle est sauvegardée au format PNG, donc dans un fichier. Et comme tout fichier, en fait, elle est représentée par une succession d'octets. Imaginons que dans la foulée, vous ayez envie de rogner une partie de votre image pour enlever des données sensibles ou toute preuve compromettante d'un quelconque flagrant délit. À ce moment-là, vous allez créer une toute nouvelle image, en fait, avec des octets complètement différents, parce que l'image est complètement différente. Mais si vous faites ça dans la foulée, en fait, au moment où vous allez sauvegarder cette nouvelle version de votre capture d'écran, vous allez la sauvegarder sur votre fichier d'origine. Et donc, vous allez l'écraser. Et donc ça, concrètement, comment ça se traduit ? Ça se traduit par l'ouverture de notre fichier en mode écriture, c'est le fameux W. Et jusqu'à Android 9, le mode écriture, le mode W, c'était en fait un mode écriture plus troncature. Donc ça veut dire qu'on réécrit par-dessus, et puis on coupe tout ce qui dépasse. Et arrive Android 10, et pour Android 10, Google se dit on va faire les choses bien. Et on va mettre un nouveau mode d'écriture qui s'appelle WT, pour Write Truncate. Et write, du coup, il tronque plus. Et on ne va pas le documenter. Et du coup, il y a typiquement notre application de capture d'écran qui va continuer d'écrire ces fichiers en mode W et pas WT. Et on va se retrouver avec notre nouvelle image qui comporte encore plein de données de l'ancienne. Et il faut se dire que Android 10, ça date de 2019, la faille elle a été découverte en 2023. Et c'est aussi parce que, techniquement, cette image-là, c'est un PNG valide. Vous essayez d'ouvrir ça dans un lecteur d'images et ça vous donne cette image-là. Donc c'est pour ça qu'on ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Et effectivement, on pourrait commencer par se dire, tiens, on va aller isoler toute cette donnée qui dépasse, la mettre dans un fichier à part et peut-être qu'on va récupérer des pixels. Et pas vraiment, parce qu'on est quand même là pour 20 minutes, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a un moyen de récupérer une partie de l'image d'origine. Et pour ça, il va falloir qu'on reconstruise un PNG valide. Et pour ça, il faut qu'on comprenne un peu comment fonctionne le format PNG en lui-même. Le format PNG, donc pour Portable Network Graphics, c'est un format de description d'image qui est composé d'un ensemble de blocs appelés chunks. Et chaque chunk va avoir un peu toujours cette même structure. Donc on commence par 4 octets pour la taille du bloc de données, 4 octets pour le type de chunk, et on verra plus tard en quoi ça consiste, n octets de données, n étant la taille qu'on a définie plus bas, et enfin 4 octets de checksum, donc pour vérifier
l'intégrité des données. Donc si on reprend par exemple ce truc qui a l'air un peu barbare, ça c'est une version condensée de notre image d'origine, de notre petit chat. Un PNG, ça commence et ça finit toujours pareil. Ça commence par une signature PNG et ça se termine par un chunk de fin de fichier, end. Et donc c'est ce truc-là qui va indiquer au lecteur d'image tu es arrivé à la fin de ton image, et si tout s'est bien passé jusque-là, tu peux afficher l'image résultante. Et tu peux ignorer tout ce qu'il y aura après. On s'en fiche. Nous, on est arrivé à la fin. Donc c'est ce qui fait qu'on arrive encore à ouvrir nos images, même si on a de la donnée après. Tout de suite après la signature, en haut, on a notre premier chunk, qui est toujours le même, c'est un chunk de header, IHDR. Et donc lui, il va contenir des informations comme les dimensions de l'image. Ensuite, on va avoir plein de chunks facultatifs. On sait qu'ils sont facultatifs parce que leur type commence avec une lettre minuscule. Ça va nous apporter des métadonnées supplémentaires, mais bon, rien de très intéressant pour nous actuellement. Et enfin, le cœur de notre image, ça va être une succession de chunks qu'on appelle IDAT, et qui va contenir la donnée de nos images, donc nos pixels en fait. Vraiment, la donnée des pixels, elle est dans ces trucs-là en jaune. Le seul problème, c'est que les pixels, ils ne sont pas stockés comme ça de façon brute. Ils sont, au préalable, compressés. Et ils sont compressés dans ce qu'on appelle un flux zlib, qui en fait, donc ça a été une succession d'octets qu'on a ensuite découpés en plusieurs blocs et on les a mis à l'intérieur de chunk IDAT. Et donc si on récupère tous ces octets et qu'on les met bout à bout, on retrouve notre flux, qui lui aussi a sa structure, avec un header, un checksum et au milieu, n blocs de données qui le composent. Et comment on arrive à ce truc-là? Comment on passe de tableau de pixels à ce machin-là? On passe par un algorithme de compression qui s'appelle Deflate. C'est un algorithme assez connu et qu'on retrouve pas que dans les images, ça sert aussi pour la compression dans le web, tout ça. Ça revient assez fréquemment. Et Deflate, c'est l'enchaînement de 2 étapes de compression. La première, c'est un algorithme qui s'appelle LZ77. Et sans trop rentrer dans les détails, l'idée, ça va être de compresser notre image en faisant des références arrière vers des motifs déjà rencontrés. Donc on va parcourir notre tableau de pixels, et puis il y a un moment où on va trouver peut-être un motif, une succession de pixels qu'on avait déjà vu avant. Et on va la supprimer, et puis on va dire, on va remplacer ça par une espèce de référence, un pointeur qui va dire, ce même motif-là, je l'ai trouvé 50 octets en arrière. Et donc on va continuer comme ça, et remplacer toutes nos répétitions par des pointeurs vers là où on a vu le motif pour la première fois. Alors, c'est important, on verra par la suite que là où on a vu le motif pour la première fois, c'est pas forcément la première fois, parce qu'on ne s'autorise pas à revenir en arrière ad vitam aeternam, donc c'est plutôt là où on l'a vu pour la première fois, aussi loin qu'on s'en souvienne. Donc ça veut dire qu'on l'avait peut-être vu avant, mais on a oublié. Et donc ça veut dire qu'on a encore potentiellement de la redondance et des choses sur lesquelles on peut travailler. Et c'est pour ça qu'on arrive sur une deuxième étape, qui va être le codage de Huffman. Donc on a nos motifs et nos références vers ces motifs, et en fait, tous ces trucs-là qui sont potentiellement de plusieurs octets de long et qui sont assez lourds, on va les remplacer par des symboles plus petits. Et au tout début de notre bloc, on va mettre un tableau de correspondance en fait, en disant tiens, tel symbole, ça correspond à tel motif, tel symbole, ça correspond à telle référence. Et on se met cette table de correspondance au début une bonne fois pour toutes, et après on s'exprime en symboles beaucoup plus courts. Le problème, c'est que ce truc-là, ça marche quand on a de la redondance. Et autant sur du texte, par exemple, ça peut marcher super bien, autant sur des pixels, c'est pas automatique. Si on prend, par exemple, une image là, de 16 pixels avec 16 niveaux de gris différents, il n'y a rien qui se répète ici. Ce truc-là, c'est infernal à compresser. Et pourtant, on sent que en fait, peut-être la redondance, on peut la trouver ailleurs. Et donc, on va changer la façon dont on stocke notre information sur les pixels. Si on prend la première ligne, par exemple, on peut dire, plutôt que de stocker la valeur des pixels telle quelle, on pourrait stocker la différence entre leur valeur et le pixel précédent. Donc 10, notre premier, il n'a pas de pixel précédent, donc on va le laisser tel quel. 20, au lieu de stocker 20, on va stocker 20 moins 10, donc ça fera 10. Et au lieu de stocker 30, on va stocker 30 moins 20, ça fera toujours 10, et ainsi de suite. Et là, on vient de créer de la répétition, donc on est super content. Le seul problème, c'est que on n'a pas de... Là, en l'état, on n'a pas de moyen de faire le chemin dans le sens inverse. Donc il va falloir rajouter un élément pour expliquer comment faire le chemin inverse. Et cet élément-là,
c'est un octet supplémentaire qu'on appelle une fonction de filtrage. Il y a 5 fonctions de filtrage possibles, et c'est en gros quelle opération on a utilisée pour traiter cette ligne. Donc la fonction de filtrage 1, c'est la fonction sub, donc c'est celle qui fait la soustraction entre le pixel et le pixel précédent. Mais il y a d'autres façons de faire. L'important, c'est de préfixer avec la méthode qu'on a utilisée. Et si on fait ça ligne par ligne, en fait, on se retrouve avec plein de répétitions et quelque chose qui est beaucoup plus simple à compresser. Et c'est ce truc-là, tout entier, qui va être compressé avec Deflate. Bon, maintenant qu'on sait un petit peu comment tout ça fonctionne, à peu près, on va pouvoir s'attaquer à essayer de reconstruire notre image. Donc pour rappel, on a la fin de notre image, là, ici en vert, mais il nous manque le début. Premier problème, c'est qu'on ne sait pas exactement la quantité de données qu'on a perdues. Bon, on sait qu'on a déjà perdu le header, on sait qu'on a perdu une bonne partie des données. Donc la première étape, ça va être de récupérer ce qu'on a. Quelque part là-dedans, il doit nous rester des chunks IDAT qui sont entiers, et dans lesquels on va pouvoir récupérer de la donnée. Et en gros, la donnée qu'on va récupérer, ça va être la fin de notre flux zlib. Et c'est ce truc-là qu'on va essayer de décompresser, un peu en cours de route. Et c'est là où c'est pas toujours très évident. Pour décompresser un flux zlib, en fait, comme je vous l'avais dit, c'est plusieurs blocs de données. Et la décompression, elle se fait bloc après bloc. Donc on prend notre premier bloc et on commence par faire notre codage de Huffman en sens inverse pour retrouver nos motifs et nos références. Et ce truc-là, on va le réinterpréter aussi pour le décompresser et arriver avec nos premiers pixels. Et une fois qu'on a fait le premier bloc, on fait le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et donc quand on se retrouve en fait à analyser ces motifs et ces références, concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par lire des motifs. Les motifs, c'est les pixels qu'on n'avait jamais rencontrés avant. Et quand on arrive à une référence, on va dire « Ah, cette référence-là, elle va me dire, bah, tiens, 50 octets en arrière, il y avait 15 octets, et c'est les 15 octets de pixels qui étaient censés être là où je me trouve actuellement. » Mais en fait, c'est 50 octets en arrière de quoi ? C'est 50 octets en arrière de ce qu'on appelle un search buffer. Donc c'est un endroit dans lequel on va stocker tous les motifs qu'on rencontre bloc après bloc. Et ça nous pose un petit problème, parce que du coup, ce buffer, il est commun à tous les blocs. Donc je peux avoir une référence ici, dans le bloc 2, qui fait référence à un motif que j'ai rencontré dans le bloc 1. Et ça, c'est un problème quand on a potentiellement perdu le bloc 1. Parce qu'on peut avoir du coup plein de motifs qui ne sont pas dans notre buffer, et quand notre référence elle va nous dire reviens 50 octets en arrière alors qu'on n'en a que 20, on va pointer sur du vide et ça ne va pas marcher. Et donc la solution pour ça va être de dire, bon, on sait que notre buffer, lui, il a une taille fixe de 32 kilooctets, on va préfixer notre donnée par 32 kilooctets de données arbitraires. On s'en fiche du contenu, la seule chose qui est importante pour nous, c'est qu'il y a toujours quelque chose à l'autre bout de mes références, qu'on ne se retrouve jamais avec une erreur parce qu'on pointe vers un truc qui n'existe pas. Tout ça pour s'assurer que la décompression aille jusqu'au bout. Et quand elle est allée jusqu'au bout, on se retrouve avec la fin de notre tableau de pixels. Et donc on voit ici qu'on a un petit peu du charabia, des trucs qui ressemblent à rien, et c'est normal, parce que c'était la période où on faisait référence à des données arbitraires, à des données fausses. Mais comme notre buffer il est de taille fixe, il y a un moment où, à force de rentrer des motifs dedans, on va commencer à virer notre donnée fausse et à la remplacer par de la vraie donnée de notre flux qu'on avait récupéré, et donc par des vraies valeurs de pixels et tout. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, à la fin, la fin de notre image qui fonctionne à peu près, quoi. Et donc maintenant qu'on a la fin de l'image, il va falloir la recréer en entier. Et pour ça, il va falloir initialiser un tableau de pixels, en gros, et le remplir. Et pour initialiser ce tableau, il faut qu'on connaisse le nombre de lignes et la longueur de ligne. Donc en gros, il va falloir qu'on connaisse les dimensions. Et le problème, c'est qu'on les a écrasées, on les a perdues quand on a réécrit par-dessus, parce qu'elles étaient au tout début de notre image d'origine. Mais comme on ne travaille pas sur des images de chat, en vrai, et qu'on travaille sur des captures écran de téléphone, qui dit capture écran de téléphone dit écran de téléphone, et qui dit écran de téléphone dit résolution standard. En gros, vous avez ces dimensions-là, en vrai, on les connaît, et si on ne les connaît pas, on en a une dizaine à tester, quoi. Donc on peut facilement retrouver la bonne taille en faisant quelques essais. On préfixe tout ça par une fonction de filtrage un peu différente, c'est la fonction 0, c'est celle qui dit on ne fait rien.
on laisse la ligne telle quelle. C'est ce qui nous arrange, on n'a pas envie de se poser de questions. On remplace la fin parce qu'on avait trouvé. Et on corrige, ici, parce qu'on a réécrit par-dessus nos octets de fonctions de filtrage. Donc on remplace, on remet des zéros un peu partout, là où il faut. Et on est presque au bout, en fait. On est presque au bout parce qu'on a notre tableau et on n'a plus qu'à packager ça dans notre image. Et on sait faire. On démarre avec la signature. On prend notre chunk header avec notre résolution d'origine. Notre tableau de pixels, on va le compresser dans un flux zlib. Ce flux zlib, on va le couper en morceaux et on va l'insérer dans des chunks IDAT. Et on termine avec le chunk de fin de fichier. Et donc le résultat, c'est que malheureusement, voilà, pour notre petit chat, on a récupéré la preuve du délit. Alors malheureusement, 20 minutes, voilà, c'est long et en même temps, c'est beaucoup trop court pour vous raconter ça de façon vraiment détaillée. Donc voilà, je vous mets en lien ici des références vers ce qui m'a aidé aussi à faire cette présentation, une super vidéo sur YouTube sur le fonctionnement vraiment du format PNG, une super conf sur la compression web avec le Scrabble, très intéressant. Et l'article de blog de la personne qui a trouvé la faille, plus des specs si vous avez le courage, mais ça c'est plus, c'est plus pour la bibliographie, on va dire. Et c'est presque tout pour moi. Si cette présentation vous a plu et si elle vous a donné envie d'en savoir plus sur la cybersécurité, que ce soit en lien avec votre travail ou sur des choses un peu plus exotiques comme ça, si vous êtes une femme et que vous avez envie de découvrir l'univers des CTF et de rejoindre une équipe sympa dans laquelle on peut progresser et s'entraider, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, le Discord des braqueuses, si l'aventure vous tente. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Bravo Sonia, merci. On peut éventuellement prendre une question ou deux si la première n'est pas trop longue. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette faille ou le récupérer des données après la fin d'un PNG pendant un CTF pour trouver des données ou des infos? Alors, je m'en suis servi pendant un CTF où effectivement c'était le cœur de l'épreuve. Après, voilà, en général c'est assez anecdotique. La personne qui a découvert ça a écrit un article à ce sujet et en fait lui il expliquait que il avait souvent l'habitude de faire des captures écran et de les partager après voilà sur Discord, sur Twitter, machin. Et du coup il a fait un script un peu pour scraper toutes les captures d'écran qu'il avait envoyées sur tous ses Discord pendant les 3-4 dernières années pour voir s'il avait trouvé des trucs. Et malheureusement, oui, il a réussi à récupérer énormément de données sur les captures d'écran qu'il avait postées. Et notamment des choses un peu dérangeantes parfois, notamment s'il avait envoyé une capture d'écran d'une preuve de livraison en cachant son adresse. Et du coup, on pouvait récupérer la photo et en faisant ce processus, retrouver la partie où il y avait son adresse postale et du coup le lieu où il habitait. Donc c'est un peu anecdotique, mais en même temps, ça peut être un peu problématique. Voilà. Autre question? Très bien. Ah, pardon. Du coup, là, tu nous as montré comment récupérer l'image de base en ayant seulement la fin du PNG tronqué à l'origine. Est-ce qu'il y a un contexte où on aurait seulement cette partie de la fin vraiment? Parce que dans ce que je me dis, si on a une image qui est déjà tronquée, on a la totalité, du coup on a aussi le début. Est-ce qu'il y a un cas où on a seulement la fin, comme tu nous as montré dans la vraie vie, ou c'était plus pour l'exercice? En fait, ce que tu vas avoir dans la vraie vie, c'est que le début, ça va être, il aura été remplacé par ta nouvelle image, en fait, par ta version reniée. Donc c'est écrasé. Ok, ça marche. C'est définitivement perdu. Et il te reste juste ce qui dépassait et qui aurait dû être coupé au montage et qui l'a pas été, quoi. Mais
Ok, on va s'arrêter là pour préparer le prochain atelier. Merci beaucoup. Sonia. N'hésitez pas si